La nuit où tout a commencé, je n'étais pas à la recherche d'un travail. Non. J'étais à la recherche de sensations. Toujours plus haut, toujours plus dangereux. Depuis l'adolescence, les falaises, les ponts et les tours m'avaient attiré comme un aimant. L'air glacé contre mon visage, le vertige qui enserrait mes tripes et ce frisson qui parcourait ma peau lorsque je me tenais là où personne n'osait poser le pied. Voilà ma drogue. Alors, quand cette histoire est tombée sur moi, ce n'était pas par hasard. J'aurais dû voir les signes. J'aurais dû comprendre que certaines rencontres ne sont pas offertes par la vie, mais imposées par autre chose. Ce soir-là, j'étais dans un vieux diner au bord de la route, une assiette de bacon froid devant moi, la radio grésillant un vieux rock usé. C'est là qu'il est entré. Un homme grand, trop grand pour sa maigreur inquiétante. Sa silhouette évoquait un épouvantail vêtu d'un costume anthracite trop large, pendu à ses os comme un vêtement emprunté. Sa peau avait la pâleur morbide de la mort, ses joues creusées, ses lèvres exsangues. Mais ce furent ses yeux qui m'ôtèrent toute envie de plaisanter. Des iris grisâtres, vides, sans lueur. Des yeux qui ne regardaient pas, mais qui engloutissaient. Lorsqu'il sourit, ce n'était pas un sourire, c'était un rictus, une barrière de dents exhumées d'un cadavre. Il s'assit en face de moi sans demander la permission. Sa voix basse, égale, me transperça. « Tu es Paul, n'est-ce pas ?» Mon estomac se noie. « Ouais, qu'il demande ?» Il tendit une main. Contre toutes mes alarmes intérieures, je la serrai. La sensation me fit frissonner, froide, humide, molle, comme si je serrais une main sortie d'une tombe. Nous représentons Mortus Communication. Nous recrutons. Nous avons besoin de grimpeurs, des vrais. Et toi, c'est exactement ce que tu recherches. Je déglutis, le cœur cognant. Comment vous savez ça ? Il sourit et l'horreur me glaça. Nous t'avons vu. De l'intérieur de son manteau, il sortit une enveloppe brune qu'il fit glisser sur la table. Mon nom était griffonné dessus, en lettres tremblantes. Je l'ouvris. À l'intérieur, un contrat étonnamment bref, une photo glacée d'une tour s'élançant vers les nuages et un chèque. Un chèque dont le montant fit basculer mon souffle. Prime de risque, souffla-t-il avec un calme sépulcral. Ce n'est pas un travail pour tout le monde. Mais toi, c'est exactement ce que tu recherches. J'ai dégluti, le cœur cognant. Je savais que je devais me lever, partir, fuir. Mais au lieu de cela, je signais. Pourquoi ? Parce que je n'avais jamais été effrayant par les hauteurs. Jamais. Et c'est ce qui m'a perdu. Si vous aimez les récits où chaque détail plonge un peu plus dans l'horreur, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'horreur. Ce que vous allez entendre n'est que le début, et croyez-moi, la suite vous hantera. Le lendemain, à l'aube, j'ai pris la route. L'adresse griffonnée sur le contrat m'avait conduit loin de la ville, là où l'asphalte cédait rapidement la place à des chemins de terre. Le paysage s'était vidé de tout repère humain. Plus de maisons, plus de fermes, rien que des champs plats à perte de vue. À mesure que j'avançais, l'impression de m'enfoncer dans un territoire oublié du monde devenait insupportable. Et puis, je l'ai vue. La tour, dressée comme une lance d'acier qui transperçait les nuages. Elle semblait sans fin, son sommet avalé par la brume, si haute que ma nuque me faisait mal rien qu'à tenter de l'apercevoir. Jamais je n'avais vu une structure pareille, pas même sur les vidéos extrêmes qui circulaient dans les forums de grimpeurs. Elle dominait le vide comme une sentinelle métallique, solitaire, invincible, et j'ai senti mon souffle se couper. J'ai garé mon vieux pick-up près d'un grillage en chaîne de fer, dont le portail était grand ouvert, comme s'il m'attendait. À côté, une petite dalle de béton avec un cabanon verrouillé. Rien d'autre. Pas de contremaître, pas de collègues, pas même un panneau de sécurité. Rien. Seulement moi et la tour. Je suis resté quelques secondes dans mon véhicule, moteur coupé,
les mains serrées sur le volant. Un silence épais planait. Pas d'oiseaux, pas de vent. Juste l'immensité figée de la plaine. Tout cela n'avait rien de normal. Pourtant, une excitation malsaine brûlait en moi, la même que lorsque j'étais gosse et que je m'approchais d'un précipice pour regarder en bas. Je descendis du camion, ajustai mon casque et mon harnais, puis posai mes gants sur le premier échelon de la tour. Le métal était froid, étrangement froid malgré l'heure matinale. Je pris une grande inspiration et entamai l'ascension. Le rythme s'installa vite. Main gauche, pied droit. Main droite, pied gauche. Les muscles se coordonnaient comme une mécanique rodée, chaque mouvement précis, fluide. À 50 mètres déjà, mon pick-up en bas ressemblait à une maquette miniature. Le monde se tassait sous mes pieds. Les routes devenaient de simples lignes grises dans un damier de champs. C'était grisant. Mon cœur battait fort, mais pas de peur, d'excitation. À 100 mètres, le vent se leva, sifflant contre l'acier, tirant sur ma veste. La structure gémissait doucement à chaque déplacement de mon poids, comme si elle respirait avec moi. Et puis, je l'ai aperçu. Un gilet orange, coincé sur une traverse, délavé, craquelé par le soleil, une lanière arrachée, comme si elle avait été déchirée de force. Il flottait mollement, les fibres rigides et tachées. J'ai continué à grimper. À 300 mètres, ce fut un casque blanc, fendu sur le côté, coincé entre deux barreaux. Le plastique s'effritait au toucher, comme du vieux papier prêt à se désintégrer. Pas de nom, pas de logo, juste un casque oublié. Un frisson glacé me traversa l'échine. Ces vestiges, ce n'étaient pas des accidents. Quelque chose me disait que ces objets n'avaient pas été abandonnés par négligence. Ils étaient restés là, comme des avertissements muets. Je me suis secoué. Non, pas de place pour les doutes, pas de place pour la peur. J'ai repris mon ascension. À 500 mètres, mes bras commençaient à brûler, mes jambes tremblaient légèrement, mais la montée me galvanisait. Le vide s'étalait en dessous, une mosaïque de champs qui n'était plus que des couleurs, aplaties par la distance. J'ai souri malgré moi, goûtant au vent qui me giflait le visage. À 1000 mètres, la tour devenait un chemin vers le ciel. Plus bas, la terre n'était plus qu'une tache informe. Le souffle du vent se faisait plus violent, mes gants glissaient parfois sur le métal humide de condensation, mais je continuais, entraîné par une force obscure, ce besoin de monter toujours plus haut. À 2000 mètres, j'ai atteint une plateforme minuscule. Mon corps criait de fatigue, mais ce que j'ai découvert m'a cloué sur place. Un bassin de fer, noirci par des flammes. Vide, mais marqué par la brûlure de choses qu'on avait consommées là. Et cloué sur la rambride, un papier. Ses bords craquelés et rigides, tachés d'un rouge brun qui ressemblait trop à de sang pour n'être qu'une simple encre. Mes doigts tremblaient en saisissant. Et là, au fond de la page, griffonné dans une écriture convulsive, Hello. Paul. Mes doigts tremblaient autour du papier. Les lettres noircies vibraient presque sous mes yeux, comme si elles avaient été écrites dans la hâte ou dans l'agonie. Et là, ce salut impossible, glacé, qui portait mon prénom. Hello. Paul. Mon souffle se coupa net. Quelqu'un savait, quelqu'un avait prévu ma venue ici dans ciel mortellement haut. Et si ce papier avait survécu au vent, à la pluie, au temps, c'est qu'il n'était pas simplement cloué ici, il avait été laissé pour moi. À cet instant précis, je compris que j'étais entré dans une histoire qui n'était pas la mienne. Quelque chose m'avait attiré ici, quelque chose qui me connaissait. Si vous sentez la même sueur froide que moi en découvrant ce message, sachez que ce n'est que le début. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur, car la suite de ce récit vous entraînera bien plus bas et bien plus haut que vous ne pouvez l'imaginer. Je serrai le papier d'une main tremblante, le vent sifflant autour de moi, giflant mon visage déjà moite de sueur. Les lettres, griffonnées à la hâte, semblaient gravées dans le sang séché. Mon prénom, ce maudit prénom, planté en haut de la page comme une lame dans mon esprit. Hello, Paul.
et juste en dessous, une phrase qui fit s'étrangler mon souffle. Si tu suis ces règles et accomplis ta tâche, ta dette de 119 427 $ sera effacée. Je faillis lâcher le papier tant mes mains tremblaient. Cette somme, c'était la mienne. Exactement. Pas $1 de plus, pas $1 de moins. Le montant exact de mes dettes accumulées. Paris, crédit, avance, mensonge. Personne ne savait ce chiffre. Personne, à part moi. Et maintenant, mortus. La sueur se glaça sur ma nuque. Je voulus détourner les yeux, reprendre ma respiration, mais ce que je vis me paralysa d'effroi. La tour avait disparu. Sous mes pieds, il n'y avait plus de métal, plus de barreaux, plus d'acier planté dans la terre. Rien. Seulement un vide infini, mouvant, une masse obscure qui s'étendait dans toutes les directions, comme si le monde entier avait été avalé par une tempête sans fin. Je vacillais, le cœur prêt à éclater, mes genoux verrouillés pour ne pas basculer dans ce néant. La plateforme, minuscule, tenait seule, suspendue à rien, comme une île flottante dans le vide. Le papier claquait dans ma main, drinçant sous les bourrasques. Je me forçais à lire la suite, même si chaque mot pesait comme un coup de marteau sur mon crâne. Règle pour le grimpeur. 1. Balaie la cendre sous tes pieds. Quand tu découvriras le symbole, trace-le à la craie dissimulée sous le bassin. 2. Pique ta paume et laisse une goutte de sang tomber sur le symbole. 3. Insère la clé dans la fente sous le bassin et tourne-la pour allumer le feu. 4. Prononce ces mots. Malgrim, viens à moi. 5. Garde la clé sur toi. Ne la confie jamais à personne. 6. Redescends l'échelle avec la clé. Ne regarde pas en arrière. Je lus ces lignes une première fois, incrédule, puis une seconde fois, haletant, les lèvres chèques. C'était insensé. Un rituel, là-haut, à 2000 mètres, au bord du néant. Pourtant le bassin, les cendres, l'odeur persistante de brûler autour de moi, tout prouvait que cela avait déjà été accompli, peut-être plusieurs fois. Je m'accroupis, malgré le vertige qui m'aspirait déjà, et passai mes gants sur le sol de métal. De la poussière noire s'envola en volute. Et là, sous la couche de suie, je le vis. Un symbole, gravé dans l'acier. Un pentagramme, tordi, imparfait, comme dessiné par une main tremblante. Ma gorge se serra. Je savais que je devais arrêter là, tout lâcher. Mais une force invisible me poussait à continuer, comme si quelque chose, quelque part, voulait que je joue mon rôle. Je cherchais sous le bassin et mes doigts se refermaient sur un petit bâton de craie blanche. Comme promis, il était là, attendant mon geste. Je commençais à tracer les lignes. Lentement, la craie crissant contre le métal. À mesure que le symbole reprenait forme, l'air vibrait autour de moi. La plateforme semblait se contracter. Puis tout à coup, sous moi, un premier barreau réapparut. Un échelon de métal, luisant dans le vide. J'avalai ma salive. Ce n'était pas un rituel inutile. Ça marchait. Mes yeux revinrent sur la liste. Deuxième règle. Pique ta paume et laisse une goutte de sang tomber sur le symbole. Je retirai mon gant, mes doigts déjà glacés par la peur. Comme guidé par une main invisible, je trouvai une minuscule lame clenchée contre le rebord du bassin. Le manche doré brillait faiblement dans la lumière spectrale. J'approchai la lame à ma sauquière. Un frisson de panique me parcourut. Puis j'incisai d'un geste sec. Une ligne rouge se dessina sur ma paume et une goutte épaisse roula entre mes doigts. Je la laissis tomber sur le symbole. Le métal vibra. La goutte fut absorbée, comme avalée. Et sous mes pieds, la tour se reconstitua, section par section. Des poutrelles et des échelles s'abattant dans le néant, jaillissant comme si elles avaient toujours été là, invisibles, attendant le signal. Le sol trembla. Et moi, je compris que je venais d'activer quelque chose
qui n'aurait jamais dû être réveillé. Je fixais le symbole rougeoyant, mes doigts tremblants encore tachés de mon propre sang. Le métal avait absorbé la goutte comme une éponge assoiffée. Tout autour de moi, le vide semblait vibrer, comme si quelque chose, dans cet abîme infini, venait de s'éveiller. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Le papier claquait encore au vent, mais je n'avais Dieu que pour la 3e règle. Insère la clé dans la fente sous le bassin et tourne-la pour allumer le feu. Je me baissai, mes genoux craquant contre l'acier froid. Mes doigts glissèrent le long du socle brûlé, et là, je la vis. Une fente étroite, sombre, ouverte comme une bouche, et posée juste à côté, comme si elle avait attendu que je la découvre, reposait une clé en laiton. Elle était lourde, trop lourde pour sa taille, froide aussi, glaciale même, comme si elle avait été plongée dans la nuit elle-même. Mon estomac se contracta en la saisissant. Je savais que je ne devais pas la toucher, mais je n'avais plus le choix. Mes doigts tremblaient quand je l'enfonçais dans la fente. Le métal grinça, je tournai. Un rugissement éclata aussitôt. Le bassin s'embrasa dans un éclair aveuglant. Mais ce n'était pas un feu normal, pas une flamme rouge, pas une chaleur familière. C'était un feu bleu. Un bleu profond, irréel, qui ne vacillait pas, qui ne produisait ni fumée ni crépitement. La flamme s'élevait droite, haute, immobile, comme une lame de lumière venue d'un autre monde. Je reculai d'un bond, le souffle coupé. Le feu projetait sur ma peau une chaleur glaciale, paradoxale, qui me mordait et me caressait en même temps. Chaque pulsation de cette lumière semblait battre contre mon cœur. Sous mes pieds, la tour se reconstruisait encore. Des pans entiers d'acier jaillissaient du néant, s'imbriquant dans la structure. Le vide reculait, comme repoussé par la lumière bleue. Mais cette fois-ci, je compris. Ce feu n'était pas destiné à me sauver. Il appelait quelque chose. Je levai les yeux vers la feuille, la gorge serrée. La 4e règle. Prenons ces mots « Malgrim ». Viens à moi. Mes lèvres se desséchèrent aussitôt. Ce n'était plus un rituel, c'était une invocation. Un seul mot vibrait déjà dans mon crâne, rampant comme un insecte derrière mes yeux. Malgrim. Je sus au plus profond de moi que ce nom n'était pas seulement un mot, c'était une porte. Et si je l'ouvrais, quelque chose en sortirait. Mon instinct me hurlait de me taire, de fuir, d'arracher la feuille et de jeter cette clé dans le vide. Mais le vide n'était plus vide. La tour renaissait et je voyais déjà des échelons s'étendre vers le bas. La promesse du retour. La possibilité de redescendre. Mon cœur battait comme un tambour. Je fermais les yeux et je murmurais « Malgrim ». Le son s'enroula autour de moi, résonnant dans un écho qui n'existait pas. C'était comme jeter une pierre dans un lac. Sauf que ce lac s'étendait à l'infini. Le feu bleu s'éleva d'1 mètre plus, sifflant sans bruit. Mes lèvres tremblèrent, mais je ne pouvais plus reculer. Alors je complétai la phrase. « Viens à moi ». Un grondement naquit sous mes pieds. Pas un bruit métallique, pas le craquement d'une tour d'acier sous tension. Non. C'était la terre elle-même, ou ce qu'il en restait sous le vide, qui gémissait. Un rugissement grave, titanesque, vibrant jusque dans mes os. Le vide palpita. Et dans cette obscurité mouvante, quelque chose se mit à bouger. D'abord ce furent des ombres, des masses colossales, indéfinies, qui glissaient comme des bêtes marines dans un océan sans fond. Puis lentement des formes émergèrent, des silhouettes immenses, hérissées de cornes, des corps aux membres gigantesques qui s'extirpaient de l'abîme. Mes yeux s'écarquillèrent. J'avais appelé, et on m'avait entendu. La flamme bleue continuait de brûler, indifférente, haute et pure. Le papier battait contre mes doigts tremblants, ses dernières instructions frémissant, comme un avertissement. La 5e règle. Garde la clé dans ta poche, ne la confie jamais à personne. Je sentis son poids dans ma poche, lourd, brûlant contre ma cuisse, comme si le métal respirait. Et puis, la dernière règle, tracée en lettres rouges comme une sentence, redescends l'échelle avec la clé et ne regarde pas en arrière.
Je n'attendis pas une seconde de plus. Mes mains se crispèrent sur la rambarde métallique et, dans un geste désespéré, je basculai sur l'échelle qui venait d'apparaître sous mes pieds. Le métal vibra contre mes gants, froid, glissant. Mais il était solide, trop solide, comme s'il m'avait attendu. Je descendis. Main, pied, descendre. Main, pied, descendre. Le vide hurlait tout autour de moi, aspirant chaque souffle. Le vent s'engouffrait entre les barreaux, sifflant comme des milliers de voix invisibles. Chaque mouvement semblait résonner dans cette immensité, comme si le néant écoutait ma fuite. Ne regarde pas en arrière, répétait ma tête, encore et encore. Ne pas regarder, jamais. Pourtant, dans l'ombre mouvante de l'horizon, je les vis. D'abord, je crus à des collines qui surgissaient lentement. Mais les collines bougeaient. Rampant hors du noir, des silhouettes immenses se hissèrent à la surface. Des membres gigantesques s'accrochaient au vide comme à une paroi invisible. Leurs cornes striaient le ciel, leur souffle faisait vibrer l'air. Des géants, des titans de cauchemar, qui semblaient escalader l'abîme pour atteindre la flamme bleue que j'avais allumée. Mon estomac se retourna. Mes doigts se crispèrent sur les barreaux jusqu'à blanchir mes jointures. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais je descendais, toujours. Main, pied, descendre. Puis la lumière apparut. Pas celle du feu bleu, une autre. Un éclat brutal, aveuglant, jaillissant dans le ciel comme un éclair qui ne s'éteignait pas. Au début, je crus que c'était la foudre. Mais non. C'étaient des ailes. D'immenses ailes de lumière blanche et dorée se déployant dans le néant. Des formes humanoïdes, mais trop immenses, trop incandescentes pour être humaines. Leurs contours vibraient, leurs visages étaient des éclats impénétrables. Elles descendaient vers moi à une vitesse fulgurante, silencieuse, telles des comètes de feu pur. Je me plaquais contre l'échelle, le cœur martelant ma poitrine. Ces choses n'étaient pas là pour moi. Elles étaient là pour ceux que j'avais réveillés. Et pourtant, leur lumière brûlait ma peau, comme une accusation. Mes bottes glissèrent, mes doigts rataient un barreau. Un instant, je crus basculer dans le vide, mais je me rattrapais, haletant, le souffle arraché à mes poumons. Le papier clacotait encore dans ma poche, chaque mot résonnant comme un ordre. Ne regarde pas en arrière. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Je tournai légèrement la tête, et je vis. Des titans du vide, leurs gueules béantes crachant un feu sombre, grimpaient vers la flamme bleue. Et derrière moi, ces entités de lumière descendaient en colonnes aveuglantes, ailes tendues, leurs voix résonnant comme 1000 cloches brisées. Et moi, pauvre mortel, j'étais coincé entre les deux. La peur me broya. Je descendis plus vite, mes pieds cognant les barreaux, mes mains écorchées malgré les gants. Mon sang, toujours frais de la coupure à la paume, traçait une ligne rouge sur l'acier. Et soudain, une voix. Pas un cri, pas un rugissement. Une voix qui vibra à travers la tour, qui résonna jusque dans ma cage thoracique. Mon cœur explosa dans ma poitrine. Cette voix n'était pas celle des titans. Ce n'était pas non plus un murmure humain. C'était une voix lourde, grave, comme si le ciel lui-même parlait. Je sentis la lumière derrière moi s'intensifier, chaude et brûlante comme 1000 soleils. Et dans cette lumière, je sus. C'était un ange. Pas l'image naïve des vitraux d'église, pas une figure douce et consolante. Non, c'était une présence écrasante, faite de feu et de jugement. Un être dont le simple souffle pesait sur mon dos comme une montagne. Je n'osais pas tourner la tête, mais mes bos vibraient sous sa présence. Et la voix parla encore. « Donne-moi la clé !» Je me figeai. Ma main se crispa sur ma poche. La clé brûlait contre ma cuisse, plus lourde que jamais, comme si elle voulait se fusionner avec ma chair. La sueur dégoulinait sur mon visage. Mes yeux se fermèrent malgré moi. Tout en moi hurlait de continuer à descendre, d'ignorer, de survivre. Mais cette voix m'écrasait d'une autorité divine. Je voulais céder. Je voulais la donner. Mais la règle me revenait à mémoire, gravée en rouge sur le papier. Ne la confie jamais à personne. Mes doigts agrippaient le barreau, tremblant, tandis que mon autre main pressait frénétiquement ma poche. La clé y brûlait comme un morceau de braise.
Chaque pulsation de son métal incandescent semblait battre en rythme avec mon cœur. La voix résonna de nouveau, plus proche, si proche que mes os en vibraient. « Donne-moi la clé, fils. » Ce n'était pas un ordre crié, ce n'était pas une menace. C'était pire. Une demande pleine de certitude, comme si refuser était impossible. Je fermai les yeux. L'échelle vibrait sous mon poids. Mon front se colla contre l'acier glacé, mes dents serrées au point de craquer. « Non !» soufflai-je d'une voix brisée. Car je me souvenais, la règle, écrite dans le sang, ne la confie jamais à personne, pas même à lui. Mais la lumière derrière moi s'intensifia. Elle me transperçait sans même que je me retourne, dévoilant chaque recoin de mon être. Tous mes péchés, toutes mes erreurs, mes années de mensonges, d'addiction, de paris, de trahison, tout était mis à nu. Je n'avais jamais ressenti un tel poids. Ce n'était pas seulement une lumière, c'était un regard qui voyait tout, un regard qui jugeait. Mes genoux tremblaient, mes larmes jaillissaient malgré moi, brûlant mes joues. « Je ne peux pas, haltai-je, la règle !» Le vent hurlait, la tour gémissait, et la voix retentit une troisième fois, mais cette fois-ci, elle n'était plus lourde et tonitruante, elle était douce, terriblement douce. « C'est bien, donne-la-moi. Je ne peux pas te la prendre, c'est à toi de choisir. » Un choix, mon choix. Je sentis mes doigts se crisper autour du métal incandescent dans ma poche. Tout en moi voulait le lâcher, tout en moi voulait s'en débarrasser, mettre fin à ce supplice. Et dans un sanglot, je la sortis. La clé brillait d'une lueur étrange, dorée et rouge à la fois, comme si le feu bleu et la lumière divine s'y affrontaient. Je la tendis derrière moi. Il se passa un instant de silence total. Le vent cessa. La tour arrêta de vibrer. Même les titans dans le vide semblèrent suspendus. Puis, une main se posa sur la mienne. Fraîche, calme. Une main qui ne m'arracha rien, qui ne forçait rien. Elle prit doucement la clé, comme un parent reprendrait un objet dangereux des mains de son enfant. La chaleur disparut aussitôt. Le poids écrasant se leva de mes épaules, mes larmes cessèrent. Je pus respirer à nouveau. Et dans un souffle de lumière, je sentis l'ange s'éloigner. Je rouvris les yeux. Devant moi, l'échelle plongeait vers le sol. Je pouvais le voir, enfin, la terre, l'herbe, mon camion garé sagement au bord du chemin. La promesse du retour. Un rire nerveux m'échappa. J'allais descendre, enfin, j'allais... Le barreau céda. Je hurlai, mes mains s'arrachèrent du métal, mon corps bascula dans le vide. Un instant, je flottais, suspendu entre ciel et terre. Puis je tombai. Le choc fut brutal. Mes genoux éclatèrent contre la terre dure, mon crâne heurta le sol. Un éclat de douleur traversa mon corps. Puis, le noir. Quand je rouvris les yeux, il faisait nuit. Les grillons chantaient dans les champs. Une brise tiède faisait frissonner les hautes herbes. Le parfum de la terre humide emplissait mes poumons. Je me redressais lentement. Mon corps me faisait mal, mais j'étais vivant. Et la tour disparut. Aucune trace d'acier, aucune plateforme, aucun bassin, rien. Seulement l'horizon plat, éclairé par la lune, et mon pick-up garé comme si rien ne s'était passé. Mon souffle trembla. J'avais rêvé ? Impossible. Car là, posé sur le capot de mon camion, j'aperçus un vieux papier qui éclatait sous la brise. Je m'en approchai, les jambes vacillantes. Je le pris entre mes doigts, les taches de sang étaient encore visibles.
C'était la même feuille, la même liste. Je pliai le papier, je le rangeai dans ma poche. Pas parce que je voulais le garder, mais parce que j'avais besoin de savoir que c'était réel, que je n'étais pas fou. Je montai dans le camion, tournai la clé de contact et le moteur gronda. La route s'ouvrait devant moi, sombre et vide. Et, étrangement, une paix froide m'envahit. Je roulais des heures, les mains crispées sur le volant, les phares déchirant la nuit sans fin. La feuille reposait dans ma poche, chaque battement de mon cœur me rappelant son poids. Et malgré la paix étrange que j'avais ressentie en quittant ce champ, une question me rongeait. Qu'avais-je réellement fait? J'avais suivi la règle, j'avais tracé le symbole, j'avais donné mon sang, j'avais tourné la clé et j'avais prononcé ce nom interdit, Malgrim. J'avais obéi comme un pantin tiré par des fils invisibles. Et même si la tour avait disparu, même si les titans et les anges s'étaient éteints avec elle, je savais au plus profond de mon âme que rien de tout cela n'était fini. Ce que j'avais réveillé, ça n'allait pas se rendormir. Depuis cette nuit, les rêves me hantent. Des flammes bleues qui dansent derrière mes paupières fermées, des silhouettes colossales qui rampent dans le vide. Et toujours, ce nom qui résonne comme un écho à l'intérieur de mon crâne, Malgrim. Chaque fois que je me réveille, haletant, je me précipite vers le tiroir où j'ai enfermé ce papier, et il est toujours là, plié, taché, attendant, comme une promesse ou une menace. Je sais que tôt ou tard, quelqu'un d'autre grimpera, quelqu'un d'autre trouvera la tour, quelqu'un d'autre lira ses règles. Et ce jour-là, peut-être qu'il ne fera pas le même choix que moi. Vous qui avez écouté cette histoire jusqu'au bout, prenez garde aux hauteurs que vous convoitez. Certaines marches mènent plus bas que l'enfer, et certains noms ne devraient jamais être prononcés. Si vous voulez découvrir d'autres récits qui ne vous laisseront pas dormir la nuit, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Nuit d'Horreur, car ce que Paul a vécu n'est qu'un fragment, et d'autres vérités plus sombres encore vous attendent.